Bien, je suis venu aux 13 minutes en parapente. Alors j'ai eu aucun souci pour me garer parce que une fois plié, ça tient dans un sac. Donc je vais le mettre à côté de moi, si ça me rassure. Donc les parapentistes ont un certain nombre de super pouvoirs. Alors un des premiers super pouvoirs, c'est celui de voler comme une mouette. Les mouettes, si vous les avez observées en bord de mer, elles longent les falaises, elles utilisent le vent qui escalade la falaise, elles battent pas des ailes, elles peuvent voler pendant des heures comme ça, sans faire aucun effort. Donc on peut faire strictement la même chose en parapente. C'est un vol très contemplatif, très doux. Tant qu'il y a du vent et tant qu'il y a de la falaise, on peut rester en l'air. Alors ça peut même être un peu lassant au bout d'un moment. On peut aussi faire des vols beaucoup plus ambitieux que ça en parapente. Et là, vous avez la trace d'un vol de distance. Alors pas n'importe lequel, hein, c'est le record de France de distance en parapente, plus de 400 km, établi par Martin Morlaix. Alors comment c'est possible? Comment on peut faire 400 km en parapente alors que vous avez bien compris, hein, ce machin-là, ça n'a pas de moteur, hein, on ne saute pas d'un avion, on part juste d'un relief. C'est possible si le parapentiste est capable de détecter dans la masse d'air des zones qui montent, des zones ascendantes, des colonnes d'air chaud, on appelle ça des thermiques. Et une fois qu'il en a trouvé un, il l'exploite, il monte le plus haut possible, et puis il en cherche un autre, et ainsi de suite, il saute de thermique en thermique, et s'il en trouve beaucoup, eh bien, il va voler longtemps, et s'il va voler longtemps, il va voler loin. Euh, le super pouvoir en jeu dans ce type de vol, c'est de lire une masse d'air qui est invisible. Une masse d'air, vous ne la voyez pas, le parapentiste la voit. Là où vous, si vous ne faites pas de vol libre, vous voyez un paysage, un parapentiste voit un paysage et une masse d'air, ou plus exactement, il déduit du paysage des zones de la masse d'air qui sont soit favorables au vol, où ça monte, des zones qui sont défavorables au vol, ou bien des zones qui sont dangereuses. Donc super pouvoir de lire l'invisible, c'est pas mal quand même. Alors voilà un vol beaucoup plus modeste, une quarantaine de kilomètres. Le pilote était bien moins bon, c'est moi en l'occurrence. Et donc je me suis posé assez misérablement. Je n'ai pas trouvé beaucoup de thermique et je me suis posé dans un terrain vague. Et là, il y a plein d'enfants qui sont venus vers moi, qui m'ont posé 1000 questions. Ils m'ont emmené chez eux, il y avait une grande fête et leurs parents m'ont posé 1000 autres questions. Ils m'ont abreuvé de champagne, on a passé toute la soirée ensemble. Et ils ont fini par me ramener à ma voiture vers 1h du matin, qui était 40 km plus loin, d'où j'étais parti. Donc ce genre d'histoire, tous les parapentistes en ont plein leur sac, pour la simple et bonne raison que le parapente, ça suscite des questions, de la curiosité, de la sympathie. Si j'étais passé en mobilette à côté de la fête de ces gens-là, ils m'auraient sans doute jeté des pierres. Et là, je les ai survolés en parapente, donc ça a changé complètement l'histoire. Bon, ben c'est super le parapente. Combien il y a de volants réguliers en France? Ah oui, on s'appelle les volants. Les volants réguliers en France, ben, il y en a 15 000. 15 000, c'est pas lourd, hein, c'est pas grand-chose, c'est quand même assez confidentiel comme activité. C'est exactement, strictement le même nombre que de pratiquants de twirling bâton. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que le twirling bâton? Enfin, moi, je ne savais pas avant de préparer ce 13 minutes. C'est une espèce de bâton de majorette pour faire de la gymnastique. Donc, on est au même niveau que le twirling bâton. Ordre de comparaison, le badminton, hein, vous voyez, sur la plage, on est à 180 000. Comment se fait-il que le parapente reste si confidentiel? Est-ce que c'est parce que c'est difficile? Non, pas tant que ça. Est-ce que c'est parce que c'est physique? Non, pas du tout. Est-ce que c'est parce que c'est cher? Non, pas du tout. Pour le prix d'un iPhone 10, vous avez un parapente. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Vous le savez, ce qui ne va pas, évidemment, avec le parapente, ce qui ne va pas, c'est le risque perçu et le risque réel, les accidents de parapente. Alors voilà un exemple d'accident de parapente. Alors vous inquiétez pas, ça se termine bien. Vous voyez un pilote donc il filme avec la caméra qui est sur son casque, il va se poser, il y a des champs partout, tout va bien pour lui. Il dirige le parapente avec les petites poignées rouges sur le côté, là, voilà. Donc ça se dirige très bien, un parapente. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bon, ouais, c'est juste. Ah, il se fait rien, hein. L'arbre n'était pas très haut, heureusement pour lui. Donc, quand vous regardez ça au fond de votre fauteuil, vous dites, mais il est complètement débile. Il n'y a qu'un seul arbre dans le champ, pourquoi il va se poser dedans? Pourquoi il va se poser dedans? Alors en fait, c'est assez simple, il n'est peut-être pas complètement débile, mais il est sûrement victime de deux phénomènes qui se surajoutent. Le premier phénomène, ça s'appelle l'effet tunnel. En situation de stress, vous avez de l'adrénaline dans le sang.
Et un des effets secondaires de l'adrénaline, c'est que ça réduit, ça obscurcit votre vision périphérique. Donc si à ce moment-là, vous regardez un arbre, vous ne voyez plus que l'arbre. Et toutes les autres options autour, à côté, à gauche, à droite, qui vous permettraient de vous poser dignement, simplement, vous les voyez plus. Et le deuxième effet, c'est moi ce que j'appelle l'effet lasso magnétique, qui est que quand vous regardez un obstacle trop longtemps, vous finissez dans l'obstacle. Ça, c'est mathématique, c'est imparable. Si vous faites du vélo, du ski, de la trottinette, c'est pareil. En parapente, c'est pareil. Alors, c'est pas magique, c'est mécanique. C'est juste votre corps suit votre regard et votre parapente ou votre trottinette suit votre corps. Donc, vous allez finir dans l'obstacle. Bon, alors tout ça, c'est pas, vous allez me dire, c'est pas bien méchant comme accident de parapente, c'est même plutôt rigolo. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut se faire plus mal en parapente? Oui, malheureusement, on peut se faire plus mal en parapente. Vous avez ici la liste des 21 licenciés à la Fédération française de vol libre qui se sont tués cette année en vol libre. Voilà, évidemment, c'est moins drôle déjà, ça calme. Alors, premier commentaire, 21, c'est beaucoup. Si on dit 21 sur 15 000, déjà, ça fait un petit peu moins. En tout cas, c'est socialement accepté. C'est socialement accepté parce que c'est très comparable à beaucoup d'autres sports de nature, cette accidentologie. C'est comparable à l'alpinisme, c'est comparable à la plongée, au VTT descente. Il n'en reste pas moins que ça fait quand même beaucoup. Alors, est-ce que c'était tous des débutants qui se sont fait piéger par l'effet tunnel ou l'effet lasso magnétique? Eh bien non, pas du tout. Donc ça, c'est une grosse surprise. C'est intéressant de comprendre pourquoi. Sur ces 21 pilotes qui se sont tués en parapente, les 2 tiers, 14 sur 21, étaient des pilotes expérimentés, voire très expérimentés. 2 d'entre eux étaient des compétiteurs de haut niveau. 2 d'entre eux étaient même des moniteurs de parapente. Donc comment se fait-il que leur expertise, leur savoir incontestable, ne les ait pas protégés de l'accident? Donc ça fait penser très très fortement à toute une série d'études qui ont été faites dans le domaine de la sécurité routière. En voilà une. On est en Norvège. Et en Norvège, il y a un grand programme qui a été lancé il y a quelques années de ça pour former les chauffeurs routiers à la conduite sur neige, sur glace. Et puis on a voulu estimer l'efficacité de ce programme quelques années plus tard et on a comparé le taux d'accident des chauffeurs formés versus les chauffeurs non formés. Et là, on s'est aperçu avec stupeur que les chauffeurs formés avaient strictement le même taux d'accident que les non formés. Est-ce que ça veut dire que la formation était mal faite et qu'ils n'ont rien appris? Non, c'est pas vrai, parce qu'on a pu aussi montrer que ces chauffeurs formés avaient appris quelque chose et ils l'appliquaient. Et ce qu'ils avaient appris, c'est de conduire plus vite sur la neige. Donc ils étaient devenus capables de conduire plus vite sur la neige. Donc en gros, ils ont utilisé un savoir supplémentaire, non pas pour être plus en sécurité, mais pour devenir plus performants. En tout cas pour conduire plus vite. Alors est-ce que c'est ce qui est arrivé à nos pilotes de parapente confirmés accidentés? C'est une possibilité, mais en tout cas, cette théorie du risque constant, ça s'appelle la théorie de l'homéostasie du risque. Et ça vaut le coup que je vous en parle quelques secondes parce que sûrement vous l'avez déjà expérimenté. C'est très très simple la théorie de l'homéostasie du risque ou du risque constant. Ça dit la chose suivante. Nous avons chacun une zone à l'intérieur de nous dans laquelle on est confortable en termes de risque. Si jamais on sort de cette zone vers le haut, c'est-à-dire si jamais le risque perçu augmente, à ce moment-là, il y a un mécanisme salvateur qui nous fait adapter notre comportement pour redescendre dans notre zone de risque habituelle. Typiquement, vous êtes sur la route, le brouillard tombe, risque perçu augmente, vous ralentissez. Donc ça, tout va bien. Le seul problème, c'est que ce petit thermostat là, qu'on a tous à l'intérieur de nous, il marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans une situation où le risque perçu est bien moindre que le risque que vous percevez habituellement, à ce moment-là, au lieu de rester en bas, vous avez des mécanismes qui vous poussent à revenir dans votre zone de risque habituel. Imaginons, vous êtes sur la route, 4 voies, visibilité magnifique, il n'y a personne, et là, limitation à 70 km/h. Vous ralentissez, mais il faut vraiment vous faire violence pour rester sous les 70 km/h. Vous avez la petite flèche en rouge là dans votre tête qui s'allume, qui dit mais non, mais je veux revenir à ma zone de risque perçu habituelle. Donc ça, c'est l'homéostasie du risque. C'est ce type de contenu qu'on commence à enseigner dans certaines écoles de parapente. Et l'idée, c'est de fournir aux pratiquants de parapente, aux pilotes, un certain nombre d'outils
pour comprendre comment ils gèrent le risque, mais pas que le risque, il y a aussi d'autres outils, d'autres contenus, comment aussi ils gèrent leur envie. Leur envie, ça c'est assez fondamental, l'envie d'aller voler. Parfois c'est une envie qui est très très forte, il faut savoir y renoncer si on n'est pas en forme ou si les conditions sont fortes. Donc vous avez compris à travers cet exemple-là, le parapente ou le vol libre vu de loin, quand on ne connaît pas, c'est souvent, ça paraît comme waouh, on est dans le ciel, c'est une pratique du dépassement du soi. En fait, pas du tout. Quand on pratique cette activité et qu'on reste et qu'on veut faire de vieux os dans cette activité, c'est surtout un outil, une pratique de connaissance de soi. Si vous faites du parapente, vous allez apprendre énormément de choses sur vous-même, sur votre gestion du danger, du risque, du stress, de l'envie, etc., etc. Donc la gestion du risque en parapente, en fait, ce n'est pas uniquement une histoire de prise de conscience ou de réflexivité sur soi-même, c'est aussi beaucoup une histoire de bonnes pratiques collectives. Et là, vous avez sur cette photo un exemple de bonnes pratiques collectives. Alors, ce n'est pas une réunion d'alcooliques anonymes, c'est des pilotes de parapente qui sont en train de faire une session de retour d'expérience sur des incidents. Le principe est très simple, chaque pilote raconte un incident qui lui est arrivé et puis ensuite les autres interagissent, rebondissent, se disent « Ah oui, c'est intéressant, moi il m'est arrivé aussi quelque chose de similaire », donc il y a un échange qui est fait. Donc ça profite à tout le monde, ça profite à celui qui raconte d'abord, parce que le fait d'avoir à raconter, à le formuler, il progresse lui-même sur sa compréhension de ce qui lui est arrivé et puis ça profite à tous les autres. Donc à la fin, on a transformé une série de mésaventures individuelles en une situation d'apprentissage collectif. Donc ça, c'est le principe du retour d'expérience. Voilà, j'arrive à la fin de mon temps, mais vous avez bien compris que finalement, le parapente, c'est beaucoup une histoire de relation. Une histoire de relation avec les autres parapentistes, par exemple. Je viens de l'expliquer, retour d'expérience, partage d'informations. C'est aussi beaucoup une histoire de relation avec l'environnement, ça c'est fondamental, c'est comprendre cette masse d'air, la comprendre intimement, parce que de cette compréhension dépend sa sécurité, ce nuage, là, comment il va évoluer, est-ce qu'il va devenir dangereux. Et puis relation avec soi-même, la réflexivité dont je parlais, réfléchir pourquoi on fait du parapente, quels risques on tolère pour soi-même. Alors je suis sûr qu'on pourrait dire ça à peu près de toutes les activités, à commencer par le twirling bâton. Il y a ces trois aspects de relation. Mais la différence avec le vol libre, avec le parapente, c'est que la sécurité des pilotes dépend intimement de la qualité, de l'épaisseur de ces trois relations-là. Donc si vous faites du parapente, moi je vous encourage à soigner ces trois relations. Puis il y a quand même un dernier risque dont je ne vous ai pas parlé, mais je vois un certain nombre de regards inquiets. Il y a des gens qui le perçoivent, ce risque-là. Je vous ai parlé des super pouvoirs du parapentiste. Voler comme les mouettes, lire l'invisible, devenir très sympathique, se comprendre très bien soi-même. Et évidemment, si vous ne faites pas de parapente, il y a un risque non négligeable que vous passiez complètement aux côtés de tout ça. Donc on a toujours tendance à considérer le risque à faire quelque chose, mais il y a aussi un risque à ne pas faire quelque chose. Voilà, écoutez, je vous souhaite de très très bons vols à toutes et à tous. Merci Jean-Marc.